êtes en direct sur la télévision togolaise. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal du dimanche. Et voici pour vous les titres. Le Togo intensifie ses efforts pour répondre aux besoins alimentaires de sa population. Le président du Conseil, Faure Essos Mnamnyasingbe, a lancé plusieurs initiatives visant à garantir la sécurité alimentaire grâce à une production nationale renforcée. Les précisions vous seront données en tout début d'édition. Octobre, le mois de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. L'association Femmes sans cancer a officiellement lancé les activités du mois hier à Lomé, marquant ainsi le coup d'envoi de la campagne 2025. Ce 5 octobre, nous célébrons les enseignants. Quel idéal de collaboration doit-il avoir entre enseignants et parents d'élèves? Et quels souvenirs gardez-vous de vos enseignants? Certains se sont prêtés à l'exercice, à suivre dans un instant. C'était là les titres de votre journal. Merci de votre attention. Le Togo redouble d'efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'est une volonté claire affirmée par le président du Conseil, Faure Essos Mnamnyasingbe, à travers la modernisation des pratiques agricoles, l'augmentation des productions et un soutien accru aux producteurs. Le pays multiplie ainsi les actions pour réduire sa dépendance aux importations et renforcer la sécurité alimentaire de sa population. C'est un reportage de Ekwe Sala. L'agriculture togolaise s'impose plus que jamais comme un levier stratégique de développement. Porté par des réformes ambitieuses et des investissements ciblés, le pays franchit des étapes décisives vers l'autosuffisance alimentaire. Les résultats enregistrés ces dernières années traduisent l'efficacité des politiques agricoles ambitieuses et structurantes mises en place par le gouvernement sous l'impulsion du président du Conseil, Faure Essos Mnamnyasingbe. Entre 2021 et 2023, la production vivrière est passée de 6,07 à 6,76 millions de tonnes, soit une progression annuelle moyenne de 5,6% selon les statistiques de la BCEAO. Le manioc et l'igname se classent en tête. Les céréales, en particulier le riz, affichent aussi une forte hausse, plus de 12,5% pour atteindre 186 300 tonnes en 2023. 2 ans après, les lignes ont beaucoup bougé. Pour consolider ces acquis, le président du Conseil a lancé la deuxième phase de la stratégie nationale de développement de la riziculture avec un objectif précis: doubler la production d'ici à 2030. Cette vision s'inscrit dans un vaste programme de modernisation du secteur agricole visant à accroître la productivité, améliorer les revenus des producteurs et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Les actions concrètes sont multiples: valorisation des bas-fonds et promotion de la riziculture irriguée, subvention des engrais et construction de plus de 660 magasins de stockage, distribution de plus de 3000 kits d'irrigation solaire et création de plus de 231 zones d'aménagement agricole planifiées sur une superficie de 35 000 hectares. Toutes ces actions traduisent la volonté du président du Conseil, Faure Essos Mnamnyasingbe, de donner au Togo les moyens d'atteindre durablement l'autosuffisance alimentaire et de renforcer la sécurité alimentaire des populations. Et dans la même dynamique, le gouvernement poursuit son soutien aux producteurs agricoles, notamment dans la filière rizicole. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, a procédé à un achat spécial de riz paddy dans la région des Savanes, une opération qui vise à renforcer le stock national de sécurité alimentaire. Yata Aratem nous donne les détails. Ce chargement à Dapan est le premier d'une série dans le cadre de l'opération d'achat spécial du riz paddy dans la région des Savanes. Cette opération, lancée par le gouvernement togolais sous les orientations du président du Conseil, Faure Essos Mnamnyasingbe, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les exportations illicites des produits de grande consommation pour renforcer ainsi la sécurité alimentaire. Cette opération d'achat spécial, lancée le 30 mai 2025,
portait initialement sur un stock total de 6 872,6 tonnes de riz paddy recensées dans la région des Savanes. En pleine opération, des listes additionnelles de déclaration de stock de riz paddy d'un volume de 8 875 tonnes appartenant en grande partie aux commerçants ont été soumises à l'ANSAT, faisant passer le volume total des stocks à acheter à 15 747,6 tonnes de riz paddy pour un montant de 3 149 520 000 francs CFA. On a déclaré 2 988 tonnes, 1 550 tonnes achetées. La tonne est à 200 000 francs. Nous tenons à remercier le président du conseil d'avoir permis à l'ANSAT de venir acheter nos stocks. L'ANSAT a déjà mobilisé 7 773,9 tonnes de riz paddy, correspondant à 1 554 780 000 francs CFA, dont 3 409,2 tonnes de riz paddy d'une valeur de 681 840 000 francs CFA, payés aux propriétaires par le Trésor public par des virements directs de fonds sur leur compte. Les acteurs de la filière riz de mango saluent l'engagement du gouvernement. Pour le compte de mango, il y a 2800 tonnes qui sont prévues. Actuellement, il y a 1700 tonnes qui sont déjà en sachet. Et aujourd'hui, on va commencer l'enlèvement officiel de ces stocks. Un grand merci au président du conseil pour cet enlèvement. La préfecture de Loti Sud a également accueilli la délégation de l'ANSAT dans le cadre de cette opération spéciale d'achat de riz paddy. Sur une quantité totale de 15 747 tonnes recensées dans la région des Savanes, nous avons déjà acheté 7 773 tonnes. 3 409 tonnes ont été déjà payées pour une valeur de 681 900 000. Nous remercions sincèrement le président du conseil, son excellence M. Faure Sozomna Nyasingbe, qui porte un grand intérêt au secteur agricole et à la jeunesse togolaise. Cette opération d'achat spécial permet ainsi aux producteurs de la région des Savanes de vendre leur stock disponible de riz paddy à des prix rémunérateurs, d'appuyer financièrement les populations rurales dans la relance de la production et de protéger les producteurs contre les usuriers. Parlons santé maintenant. Octobre s'habille de rose. Comme chaque année, ce mois est dédié à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes. Pour cette édition 2025, l'association Femmes sans cancer a donné le ton à Lomé à travers une conférence de presse marquant le lancement officiel des activités. Le point avec Nathalie Banigué. Les chiffres sont alarmants. Selon les associations engagées dans la lutte contre le cancer du sein, près de 1000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année au Togo, avec près de 500 décès enregistrés. Et les causes sont multiples. Les femmes consultent à un stade très tardif où les chances de guérison sont très réduites. D'autres, bien que le diagnostic ait été fait précocement, elles ne consultent pas très tôt les médecins. Elles ont recours à d'autres méthodes de traitement qui n'aident pas à la guérison, ou c'est un déni de la maladie. Face aux défis, il faut accentuer la lutte. Durant 8 mois, d'octobre 2025 à mai 2026, l'association Femmes sans cancer et ses affiliés vont sillonner tout le Togo dans les écoles et marchés pour éveiller les consciences des lycéennes et des revendeuses sur le fléau. Au niveau des lycéennes, nous allons leur apprendre l'auto-examen des seins. Et nous allons profiter de cette occasion pour leur dire de bien étudier, pour devenir de grandes personnes demain, pour qu'en cas d'une quelconque maladie grave comme celui du cancer du sein, qu'elles puissent se prendre en charge. Et pour les marchés, les revendeuses, le message, effectivement, c'est l'auto-examen, c'est le dépistage précoce, mammographie. Mais en plus de ça, on leur apprend à épargner. Octobre Rose est une campagne annuelle d'intenses activités destinées à sensibiliser sur les moyens de prévention et la prise en charge du cancer du sein. Selon les professionnels de la santé, un dépistage précoce peut sauver des vies. Mais attention, la lutte contre le cancer du sein ne s'arrête pas à la fin du mois d'octobre. C'est un combat quotidien qui passe par des gestes simples. Se faire dépister régulièrement, manger sainement et limiter les excès de sucre ou de sel. Des habitudes qui peuvent sauver des vies. Les explications avec Nathalie Banigué. Le cancer du sein ne concerne pas uniquement les femmes.
Les hommes peuvent également en être atteints. Sa prévention repose sur des gestes simples et des habitudes de vie à adopter. Chaque femme doit s'autopalper. Et nous recommandons cette autopalpation souvent une fois par mois à la fin des règles. Donc l'autopalpation des seins se fait d'abord avec les yeux. Il faut voir son sein, examiner son sein personnellement avec un miroir. Il faut palper le sein avec la paume de la main, palper les deux seins donc en position debout. Il faut faire l'échographie du sein, la mammographie lorsque l'âge dépasse souvent les 35-40 ans. Réduire la consommation de l'alcool, arrêter la consommation du tabac, ne plus être sédentaire, essayer de beaucoup bouger. Revoir notre alimentation, cette alimentation trop sucrée, trop salée, trop grasse. Certaines modifications de la peau peuvent être des signes alertants sur le cancer du sein. Ça peut être une rétraction du mamelon ou bien un aspect du sein en peau d'orange ou bien la découverte d'une boule. Il y a l'augmentation du volume du sein, l'apparition d'une rougeur ou bien l'apparition d'une fossette sur le sein, ou bien un écoulement de sang libre ou bien à la pression, c'est du sang qui sort, c'est des signes. La consultation chez un professionnel de santé en cas d'apparition d'un de ces symptômes peut faciliter une détection précoce du cancer du sein. Celle-ci améliore grandement les chances de guérison. Un avertissement fort des autorités. Attention, un simple like ou partage d'une publication illicite peut désormais vous conduire en prison. Face à la prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux, le procureur de la République hausse le ton. Il rappelle que toute publication ou diffusion de contenu fausse ou diffamatoire sera sévèrement sanctionnée conformément à la loi. Compte rendu de Gabriel Aïda. Journaliste, le procureur de la République a tenu à rappeler les règles qui encadrent l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces outils qui ont révolutionné la communication sont parfois utilisés à mauvais escient, donnant lieu à des abus qui ne resteront pas impunis. Le cadre légal au Togo est là pour apporter une solution, apporter une réponse appropriée. Ce cadre est principalement composé des textes au premier chef, le nouveau code pénal, le code de l'enfant, la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Il y a la loi relative à la protection des données à caractère personnel. Ces différents textes prévoient des agissements pouvant être qualifiés d'infraction. Ainsi, il est indéniable que par le biais des réseaux sociaux, on peut être amené à commettre différents types d'infractions. Des infractions classées comme infractions contre les personnes, infractions contre l'État, infractions contre les biens. De plus en plus, les réseaux sociaux sont le lieu de publication et de contenus erronés susceptibles de porter atteinte à la réputation et à l'honneur des citoyens. Le procureur a insisté sur la gravité de ces actes et sur la nécessité de respecter la loi. Les auteurs de telles infractions seront poursuivis et sanctionnés conformément aux dispositions légales en vigueur. Nous sommes tous désormais avertis. Oui, nous sommes avertis. Désormais, quiconque produira, reproduira, publiera, partagera des contenus qui sortent du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuites sans compromis et sans complaisance. Il en serait de même pour quiconque publiera un commentaire, oui, un commentaire validant une publication illicite. La complicité par approbation expose également à des poursuites. En réalité, la loi nous oblige à dénoncer tout crime ou délit dont nous avons connaissance. Si les plateformes numériques constituent un formidable moyen d'échanger d'informations, elles imposent également le respect des règles et des droits de chacun. La justice togolaise se tient prête à agir contre toute atteinte à la vie et à l'honneur des citoyens. La semaine a été marquée également par un drame à Zanguera. Un jeune homme a froidement tué sa mère biologique à coups de machette, lui reprochant de le harceler à propos du mariage. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue
Les détails sur les faits et les premiers éléments de l'enquête de la gendarmerie nationale avec Equisala. Quartier Zanguera Clémé, c'est dans cette maison de location que le drame s'est produit. Kokovi Mauna, 42 ans, rapatrié des États-Unis il y a un an, aurait porté plusieurs coups de machette à la tête de sa mère biologique, âgée de 62 ans. La victime est décédée sur le coup. Ces cris ont alerté les voisins. Quand j'ai entendu le cri, j'ai demandé à une voisine qui était chez nous d'aller vérifier que c'est quel cri ça. Elle est venue vérifier. Elle a commencé par crier à l'aide, à l'aide, à l'aide. À l'origine du drame, une simple discussion entre la mère et son fils qui aurait mal tourné. Le présumé assassin, évoquant un trouble mental, affirme ne plus se souvenir de la scène. Elle me dit que depuis mon enfance, là, elle m'a préparé pour devenir un homosexuel. Et c'est là qu'on a des problèmes parce que je lui ai dit que je ne suis pas ce genre de personne, j'ai des copines. Maintenant, hier matin, j'étais au boulot et elle m'appelle. Elle me dit qu'elle est chez moi à la maison. Je rentre à la maison, on est dans mon salon là-bas. Et elle continue, elle commence par parler des histoires de gays, homosexualité là. Et ce qui s'est passé après, je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. Les premiers éléments recueillis par la gendarmerie nationale révèlent que l'auteur présumé du crime aurait déjà purgé une peine de prison aux États-Unis avant son rapatriement. Selon les premiers éléments de l'enquête, le présumé auteur souffrirait de troubles mentaux épisodiques. Il aurait été rapatrié des États-Unis il y a de cela un an, après y avoir purgé une peine de 10 ans de prison pour violence physique sur une dame. Face à cette tragédie, la gendarmerie nationale présente ses condoléances à la famille de la victime. Elle exhorte les citoyens à signaler sans délai tout comportement suspect ou tout cas manifeste de troubles mentaux dans leur entourage. Une vigilance accrue de tous est essentielle pour prévenir des drames similaires. S'agit-il d'un acte prémédité ou du geste d'un homme souffrant réellement de troubles mentaux? L'enquête de la gendarmerie devra le déterminer. En attendant, le présumé assassin reste en garde à vue jusqu'à la fin de la procédure. Nous poursuivons cette édition avec la Journée internationale des enseignants et nous nous intéressons à la réussite scolaire des enfants. Savez-vous qu'elle dépend en grande partie de la collaboration entre enseignants et parents? C'est un partenariat essentiel qui influence directement le rendement des élèves. Gabriel Aïda nous en parle. À l'école comme à la maison, l'élève n'est jamais seul. Deux figures éducatives l'accompagnent, ses enseignants et ses parents. Des acteurs au rôle distinct, mais avec un objectif commun, sa réussite scolaire. Et pour y arriver, la clé reste la communication. Le parent connaît mieux l'enfant à la maison. L'enseignant connaît mieux l'enfant à l'école. Dans la pratique, lorsque l'enseignant a quelques difficultés et qu'il prend le temps d'échanger avec les parents pourront lui expliquer, pourront lui dire « mais notre enfant, lorsqu'il fait ceci, voilà comment nous le ramenons sur le droit chemin à l'école ». Inversement, lorsque l'enfant ne travaille pas à l'école, ou bien lorsqu'il vient, il dort, vous ne lui donnez pas trop de travail, par exemple à la maison, ça permet une meilleure compréhension de l'enfant. Selon les spécialistes, l'élève évolue dans des environnements multiples qui l'exposent parfois à des influences négatives. Seule une interaction régulière entre parents et enseignants permet d'identifier ces difficultés et d'y apporter des solutions adaptées, comme le confirment plusieurs témoignages. Un jour, j'ai remarqué que l'enfant a des difficultés, quelques lacunes au niveau des matières scientifiques. Je suis allé voir l'enseignant. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour me conseiller? Je vois que ça marche. Parfois à la maison, les relations ne sont pas toujours ce que cela devait être entre les parents et les enfants. Ils ont de mauvaises compagnies depuis les quartiers qu'ils amènent à l'école. Donc c'est à travers cette collaboration avec les parents que nous arrivons à identifier chaque apprenant. Quand je suis un peu libre, là, je me lève comme ce n'est pas loin, je vais à pied. Par rapport aux résultats, elle était en seconde l'an dernier, mais toute l'année, elle a été la première. Donc c'est le suivi là qui a fait qu'elle a été la première.
Pour les uns comme pour les autres, la réussite ne s'improvise pas. Elle repose sur une coopération constante entre l'école et la famille, chacun jouant sa partition pour offrir à l'enfant les meilleures conditions d'apprentissage. Il y a des avantages qu'on peut tirer d'une bonne collaboration, je le précise. Papa, maman, la réussite de notre enfant ne dépend pas seulement des enseignants, mais ça dépend aussi de l'investissement que vous faites dans ces enfants-là. On trouve toujours le temps pour ce qui est important. Il est donc clair, une collaboration harmonieuse entre parents et enseignants n'est pas seulement souhaitable, elle est indispensable, car c'est de cette alliance que dépend en grande partie l'avenir scolaire de l'élève. Vous venez de le voir, le rôle des enseignants reste essentiel dans la réussite scolaire de nos enfants. Et en cette journée mondiale de l'enseignant célébrée ce 5 octobre, nombreux sont ces citoyens qui ont tenu à exprimer leur reconnaissance entre anecdotes, émotions et gratitude. Ils rendent hommage à ces hommes et femmes qui forment l'élite de demain. Des témoignages recueillis par Nada Ibrahim. De français, et quand tu fais bien, il encourage, et tu fais mal, il va t'amener à faire de bien prochainement. En particulier, m'a marqué de par sa rigueur. Une fois, il nous avait demandé d'apporter une radio parce que c'était nécessaire pour suivre le cours. Et ce jour-là, la plupart n'avaient pas apporté. Nous avons vraiment eu chaud ce jour-là. Être rigoureux, ce n'est pas être méchant. Donc ça permet à l'enfant de pouvoir être organisé, discipliné. Certains profs de maths m'ont vraiment marqué en classe de 3e. Son enseignement m'a aidé à mieux aimer la matière. Façon dont on voit ça comme une bête noire. C'était ma première année à l'université. Il y avait un professeur qui venait nous donner les cours. Donc, dès qu'on répond à une question, il donne des cadeaux. On était tellement fiers d'assister à son cours. C'était mon prof de dessin. Il nous conduisait à bien aimer le métier, le génie civil. Si Dieu le permettait, ce prof mérite de ma part une jolie maison. Et voilà, vous l'aurez compris, les enseignants sont donc bien pour nous les enfants et leur collaboration avec les parents peut apporter beaucoup de changements dans la vie des enfants. Et donc une note d'espoir et de fierté nationale. Aujourd'hui, ils sont des milliers, les jeunes entrepreneurs togolais qui font la fierté du pays en valorisant les richesses du terroir. De plus en plus, ils transforment fruits, légumes et épices en jus, condiments et autres produits made in Togo qui séduisent désormais les marchés et les consommateurs. Voyons cela avec Eliagba Nyandao. Des fruits et légumes sont déversés sur les marchés du Togo au quotidien. Oranges, ananas, mangues, carottes et bien d'autres. Des échantillons prélevés et analysés, 22 à 38% de ces fruits et légumes contiennent des résidus de pesticides. Consommateurs et producteurs agricoles sont interpellés à divers niveaux. Si je prends le cas du glyphosate, on doit avoir moins de 0,01 mg par kilo par légume. Mais on a trouvé par exemple des teneurs qui sont au-delà de 0,1 mg par kilo. Nous avons par exemple recherché la présence de glyphosate, qui est un herbicide qui est de plus en plus utilisé malheureusement et qui est interdit au Togo parce que pouvant entraîner la survenue de cancer. Les organophosphorés sont des insecticides qui sont très impliqués dans les intoxications aiguës. À forte dose, ils peuvent entraîner des lésions immédiates. Les pyrétrinoïdes, c'est également une classe de pesticides. Les avermectines, de même que les organochlorés. Le risque est là. Ces résidus peuvent causer à la longue certaines pathologies. Normalement, quand vous pulvérisez les pesticides, avant d'aller le commercialiser, il faut attendre un délai donné. Ça varie de 3 à 30 jours. Les gens n'utilisent pas les équipements de protection individuelle qui permettent d'être protégés contre ces pesticides. Les gens, malheureusement, pulvérisent les pesticides dans les habitations. Il y a le champ qui est juste à côté de la chambre à coucher. C'est dangereux, surtout pour les enfants, parce que parfois les contenants ne sont pas respectés. Le contenant du pesticide, les gens l'utilisent pour le stockage de l'eau potable. Il y a certains pesticides qui sont neurotoxiques et qui vont agir sur le quotient intellectuel de l'enfant. Et j'ai l'habitude de dire que pour ces genres de pesticides,
Vous avez beau prendre 10 répétiteurs à l'enfant, ça ne donnera rien. La femme enceinte, parce que quand elle est exposée, ça peut entraîner des malformations. Plus de 385 millions de cas d'intoxication sont enregistrés chaque année dans le monde, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Pour éviter tout risque sanitaire et environnemental, la vigilance reste de mise. Vous venez plutôt de suivre le sujet sur l'excès de résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Justement, sur ce sujet, le ministère de l'Environnement et la FAO ont mené une étude dans les 5 régions du Togo sur l'utilisation des pesticides et leur impact sur les fruits et légumes. Les résultats viennent d'être validés par les acteurs concernés. Que retenir de cette étude? Uricha Mega nous en parle. Le même constat sera fait dans les autres régions. Ces données l'indiquent. Un tiers des fruits et légumes consommés au Togo contient des résidus de pesticides, au-delà des normes internationales recommandées. Le ministère en charge de l'environnement et la FAO font le point de la situation suite aux conclusions des études et analyses réalisées dans toutes les régions du pays. Beaucoup de pesticides circulent, ce qui n'est pas une très bonne chose. Et dans l'utilisation, et dans le stockage, et dans la commercialisation, il y a beaucoup de défis. Ensuite, nous sommes allés pour voir, au final, dans les produits, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut retenir comme dose, et est-ce que cela expose la population à des risques. Les résultats obtenus appellent à une démarche de transparence, de prévention et de renforcement des capacités nationales en matière d'utilisation des pesticides, ce qui pourra permettre de mieux orienter les actions. Loin d'alarmer, c'est aussi pour nous un moyen de pouvoir mettre en place un programme de renforcement de capacité des producteurs, que ce soit les maraîchers, que ce soit les producteurs de céréales, que ce soit les producteurs de café, cacao. De renforcer aussi les capacités de nos laboratoires pour pouvoir bien documenter les cas. Nous sommes en train effectivement de mettre en œuvre ce que nous appelons une seule santé. C'est la santé des populations. La présente initiative s'aligne sur la feuille de route gouvernementale Togo 2025 et sur le cadre stratégique de la FAO. Ce document soumis à validation représente désormais la clé pour transformer les données scientifiques en recommandations concrètes afin de protéger la santé des consommateurs. Les pesticides indispensables pour protéger nos cultures sont de plus en plus pointés du doigt pour leur effet néfaste sur la santé et l'environnement. Fruits, légumes, céréales, aucun aliment n'échappe aujourd'hui à la question des résidus chimiques. Quels sont les risques réels pour le consommateur? Quelles réglementations existent au Togo et quelles précautions doivent prendre les producteurs? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Abdoulatif Diallo. Il est pharmacien, toxicologue et enseignant à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Je vous en prie, c'est plutôt moi. Bonjour. Bonjour. Alors professeur, on évoque souvent la présence de résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Mais notre alimentation est bien plus large que cela. Doit-on comprendre que d'autres produits que nous consommons régulièrement sont également concernés? D'accord. Je tiens d'abord à préciser que lorsqu'on parle de pesticides, on fait allusion à ces produits qu'on utilise pour lutter contre les nuisibles. Donc quand on parle de pesticides, on fait allusion aux insecticides, on fait allusion aux herbicides qui sont de plus en plus utilisés. Et nous avons remarqué, des études ont montré que ce n'est pas seulement les fruits et les légumes qui sont contaminés par ces produits. C'est toute la chaîne alimentaire qui en est touchée. Des études ont par exemple révélé la présence de pesticides dans les céréales, le maïs, le mil, dans la viande, dans le lait, dans les œufs. Donc c'est toute la chaîne alimentaire qui malheureusement est contaminée par ces produits. Et c'est quelque chose qui peut causer des maladies entre-temps et qui peut dégrader, avoir un effet néfaste sur l'environnement. Oui, effectivement. Quand on dit pesticides, c'est pour tuer des nuisibles.
Donc quand c'est mal utilisé, ça peut malheureusement avoir des impacts sur la santé humaine. Des impacts en aigu ou des impacts en chronique. Donc quand on dit impact en aigu, par exemple, c'est quand on prend des doses quand on est exposé à des doses qui sont très élevées, on peut avoir des effets immédiatement, tels que des nausées, des vomissements. Ça peut même aller jusqu'à la mort. Mais quand on est exposé à de petites doses pendant longtemps, dans ce cas, on parle d'intoxication chronique. Et là, ça développe beaucoup plus de maladies, beaucoup plus de pathologies. Et c'est des pathologies qui se mettent en place de manière insidieuse. Ce n'est pas immédiat. On ne les voit pas venir. Par exemple, vous avez des lésions qui se mettent en place au bout de 20 ans. Les pesticides ont le temps de s'accumuler à l'intérieur de l'organisme et c'est au bout de 20 ans qu'on a ces genres de lésions et qui peuvent toucher plusieurs organes. Ça peut par exemple toucher la reproduction avec des stérilités, avec des fausses couches quand les femmes sont enceintes, avec des malformations. Et quand une femme enceinte est exposée à ces genres de produits, on peut avoir des malformations au niveau du produit de la conception. Il peut y avoir également des effets neurotoxiques. Comme je l'ai souligné dans le reportage, ça peut agir sur le quotient intellectuel de l'enfant. Vous avez beau prendre des répétiteurs, ça ne donnera rien du tout. Ça peut également ça peut provoquer des perturbations métaboliques. Ça peut entraîner le diabète, ça peut entraîner l'asthme et surtout, c'est les cancers qui nous inquiètent. Cancer de la prostate, cancer des reins, cancer du foie, cancer des seins, cancer des ovaires. Ce sont des molécules qui malheureusement agissent à bas bruit et pendant très longtemps avant que les effets néfastes ne se manifestent. D'accord. Alors, des études et analyses sont menées justement dans ce sens sur l'ensemble du territoire. Quelles conclusions peut-on en tirer et surtout quelles recommandations en ressortent? Oui, je tiens quand même à préciser que cette étude a été réalisée avec l'appui de la FAO. C'est une étude qui a été menée à travers un projet conduit par le ministère de l'Environnement. Je tiens à remercier les deux partenaires. Et les conclusions que nous pourrons tirer de cette étude, je dirais qu'on peut tirer fondamentalement 3 conclusions. La première, c'est que tous les légumes et les fruits que nous avons récoltés dans les 5 régions de notre pays et qui ont été soumis à analyse étaient contaminés par les pesticides. Première conclusion, pratiquement tous les légumes étaient contaminés par les pesticides. La deuxième conclusion, c'est que nous avions également remarqué que dans certains légumes, il y avait jusqu'à 8 différents types de pesticides. Donc il y a un effet cocktail. Et la troisième conclusion, c'est qu'environ 38% des légumes qui ont été analysés avaient des teneurs en pesticides qui étaient supérieures à la norme. Donc comme recommandation, bien évidemment, il va falloir qu'on accentue la sensibilisation sur les méfaits, les dangers ou la dangerosité de ces produits. Alors, comment reconnaître ces fruits et légumes qui ont été suffisamment contaminés par les résidus? Malheureusement, à l'œil nu, on ne pourra pas véritablement identifier quels sont les produits qui ont été traités ou pas. Donc, c'est pour cela que nous réitérons qu'il va falloir accentuer la sensibilisation parce que nous sommes tous logés à la même enseigne. Donc, quand nous allons marcher, nous n'allons pas dire est-ce que je veux voir, est-ce que ce produit a été traité ou pas. Donc, ça nous concerne nous tous. Et c'est pour cela que cette sensibilisation doit être menée, parce qu'il y a un mésusage qui s'opère avec les pesticides. Alors, l'utilisation des pesticides est souvent présentée comme un mal nécessaire pour lutter contre les ravageurs. Faut-il comprendre qu'aujourd'hui, nous assistons à une exagération, voire à un abus de leur usage dans l'agriculture? Exagération, je dirais non, parce que les études ont montré que l'Afrique n'est pas le plus grand consommateur de pesticides. Les données disent que l'Afrique consomme entre 2 à 4% de la production mondiale de pesticides. Vous voyez que c'est faible. L'Afrique ne consomme pas trop, mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'en Afrique, il y a une mauvaise utilisation des pesticides et surtout un mésusage. Pourquoi je parle de mauvaise utilisation? Nous avons remarqué que les gens utilisent les pesticides, les insecticides, les herbicides les plus dangereux. Et secondairement, quand je parle de mésusage, c'est que vous allez voir que, par exemple, des gens utilisent le glyphosate pour sécher le gombo, pour avoir du gombo sec, alors que ce n'est pas l'indication initiale du glyphosate. Les gens utilisent certains pesticides pour accélérer le mûrissement des fruits, pour avoir des fruits mûrs plus tôt,
alors que ce n'est pas l'indication principale. C'est pour cela que je parle de mésusage. Donc nous ne sommes pas les plus gros utilisateurs, mais malheureusement, nous utilisons les plus dangereux, nous les utilisons mal et nous les utilisons parfois à d'autres fins. Donc voilà. Concrètement, quels sont les pesticides autorisés au Togo, lesquels ne le sont pas, et comment devrait se dérouler tout le processus de l'utilisation jusqu'à la mise en marché pour écarter tout danger? Bon, c'est vrai que le ministère chargé de l'environnement et de l'agriculture, ils font un travail assez remarquable. Il y a une liste des pesticides qui sont homologués, c'est-à-dire acceptés pour être commercialisés dans le pays. Et cette liste est disponible au sein de ces ministères-là, agriculture et environnement. Mais je sais quand même que certains pesticides tels que le paraquat, tels que le glyphosate, tels que le carbofuran sont interdits. Mais nos études ont montré que ces pesticides-là sont malheureusement encore utilisés. Maintenant, par rapport à quel est le circuit dans l'utilisation des pesticides, je dirais que d'abord les producteurs, les agriculteurs, les ouvriers agricoles, les commerçants, on doit d'abord se protéger dans la manipulation de ces genres de produits en portant des équipements de protection individuelle. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, par exemple, c'est qu'il va falloir pulvériser ces genres de produits loin des habitations, donc très loin des habitations, pour que nous ne soyons pas exposés à ces genres de produits. Et troisièmement, je dirais, on doit respecter les délais avant récolte. C'est-à-dire que quand on pulvérise le pesticide, on ne va pas pulvériser ça aujourd'hui et dès le lendemain, les produits vont se retrouver sur les marchés. Donc il y a un délai, vous pulvérisez, vous attendez le délai avant récolte, avant de récolter ces produits et d'aller les commercialiser sur le marché. Donc voilà un certain nombre d'éléments qu'on peut mettre en place pour se protéger contre ces genres de produits. Alors, vous avez évoqué quelques risques sanitaires et environnementaux entre-temps. Et quels sont les risques, maintenant, pour les producteurs eux-mêmes, quelles précautions doivent impérativement être prises lorsqu'ils utilisent des pesticides dans leurs champs? Je dirais, par exemple, pour les producteurs, ils doivent se protéger. Donc, c'est les équipements de protection individuelle. Ça, c'est le premier élément. Ils doivent pulvériser les produits loin de leur habitation, vraiment loin de leur habitation, et puis respecter les délais avant récolte. Donc, quand vous pulvérisez, vous n'allez pas aller commercialiser dès le lendemain. Il y a également une observation qui a été faite. Des gens utilisent les contenants de ces produits pour stocker les aliments, pour stocker de l'eau. C'est également à interdire, à prohiber. On ne doit pas utiliser les contenants de ces produits très dangereux pour le stockage des aliments. On doit éviter que la femme enceinte et que les enfants ne soient exposés à ces genres de produits. Donc je disais que pour la femme enceinte, il y a des risques de malformation qui peuvent survenir. Pour l'enfant, il y a une diminution du quotient intellectuel. Il y a un effet neurotoxique des pesticides. Ça, c'est connu. Donc éviter que la femme enceinte, éviter que l'enfant ne soit exposé à ces genres de produits. Donc voilà en substance ce que je pourrais dire par rapport à ces produits. Alors, merci professeur. Autre chose à ajouter, votre mot de la fin? Et comme je venais de le dire, je l'ai dit tantôt, nous sommes tous logés à la même enseigne. C'est la santé de nous tous. Pour les consommateurs, je demanderai peut-être la vigilance. Il faudrait qu'on soit véritablement vigilant. Quand vous sentez qu'il y a la présence de pesticides dans des produits, il vaut mieux ne pas les utiliser. Et s'il faut laver les fruits et légumes avant de les consommer, et le cas échéant, il faut les éplucher. Il faut éplucher les légumes avant également de les consommer. Donc voilà ce que je voudrais dire en guise de mot de conclusion. Alors, merci professeur. Merci. Et merci aussi pour tous ces éclairages. Merci vraiment. Et nous allons donc à présent parler des jeunes entrepreneurs togolais qui font la fierté du pays en valorisant les richesses du terroir. De plus en plus, ils transforment fruits, légumes et épices en jus, condiments et autres produits made in Togo qui séduisent désormais les marchés et les consommateurs. Voyons cela avec Eliaba Nyandao. Boire et manger local, se vêtir ou encore s'offrir des services made in Togo, les jeunes entrepreneurs togolais redonnent vie à la fierté nationale. Depuis quelques années, ils se distinguent par leur créativité et leur détermination à promouvoir les produits issus du terroir. Leurs innovations foisonnent sur les marchés
attirant de plus en plus de consommateurs séduits par la qualité et l'authenticité. Nous fabriquons des pirogues en acier et nous développons aussi des gilets de sauvetage qui sont faits par nos tailleurs. Le matériel aussi utilisé pour la flottaison, c'est du matériel recyclé. Donc nous contribuons à protéger notre environnement et tout de même sauver les vies des pêcheurs et de ceux aussi qui traversent les cours d'eau. Nous produisons des emballages biodégradables pour remplacer les emballages en plastique, éviter les problèmes de pollution et d'inondation que nous avons aujourd'hui. Nous avons les packaging développés pour les produits agroalimentaires. Vous avez la possibilité de les avoir en quantité minimale comparée à si vous les prenez à l'extérieur. C'est fait au Togo à 100% de la conception jusqu'à la fabrication. Africa EcoWorld présente le charbon écologique à Kanyoué, le bon charbon. Le charbon qui est fabriqué avec les coques de noix de coco, les résidus agricoles, pour pouvoir lutter contre la déforestation, mais également la pollution d'intérieur. Mais au-delà du simple commerce, c'est une véritable bataille identitaire et économique que mènent ces jeunes. Ils veulent redonner de la valeur aux richesses locales, notamment aux produits agricoles transformés. Jus naturel, yaourt, huile et bien de produits sortent aujourd'hui des ateliers de transformation sans additifs au bénéfice de la santé et du développement durable. Le Fruity Fresh a été commencé dans ma cuisine. Nous utilisons des produits locaux frais, des fruits frais que nous avons des cultivateurs chez qui nous procurons les produits. Nous avons un champ aussi où nous cultivons de l'ananas, nous cultivons de la mangue. Nous utilisons vraiment des produits 100% togolais. Vous allez trouver chez nous des salades aux fruits, des yaourts aux fruits, des jus de fruits sans sucre ajouté. Avec le courage, avec le travail acharné, nous sommes arrivés. Nous allons continuer la lutte pour pouvoir être étendus sur tout le territoire togolais. Je recommande vraiment à la population de consommer le Made in Togo pour pouvoir aider les entrepreneurs. Nous avons des produits cosmétiques, nous avons des savons du visage, nous avons des laits du corps, le savon corps, nous avons des gommages même faits à base de l'amidon. Non seulement ça hydrate, ça enlève les imperfections et ça nourrit en même temps la peau. Chaque gorgée de jus, chaque vêtement acheté, chaque service sollicité est un acte patriotique, un plaidoyer pour une économie plus résiliente et une jeunesse entreprenante. Direction les États-Unis. L'acteur américain Tyrese Gibson, connu pour son rôle dans Fast and Furious, a été visé par un mandat d'arrêt pour cruauté envers les animaux. Il a été brièvement incarcéré avant d'être libéré sous caution. Suivez. Tyrese Gibson, incarcéré dans une prison de Géorgie ce vendredi, avant d'être libéré le même jour contre une caution de $20 000. Une arrestation qui a eu lieu une semaine après que l'artiste américain ne se soit pas présenté à la police suite à un mandat d'arrêt pour cruauté envers les animaux. Les 4 chiens de l'acteur sont accusés d'avoir tué le chien d'un voisin à la mi-septembre. Ils ont également erré dans le quartier sans surveillance à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois. À la suite de ce drame, l'acteur de Fast and Furious devait rendre ses chiens à la police le 22 septembre dernier, mais a demandé quelques jours supplémentaires avant de le faire. L'avocat de Tyrese Gibson a indiqué que l'artiste s'est rendu volontairement aux forces de l'ordre et a pleinement coopéré avec les autorités judiciaires. L'avocat a aussi précisé que l'acteur n'était pas chez lui au moment de l'incident et qu'il avait immédiatement pris la décision difficile de replacer ses chiens, 2 adultes ainsi que 3 chiots, dans un environnement. C'est l'heure de l'information sur la toile et elle est déjà avec nous sur le plateau. Victoire, bonjour. Bonjour Gisèle. Voilà, on commence avec quelle information aujourd'hui? Eh bien Gisèle, nous partons tout de suite en Californie où une voiture autonome, c'est-à-dire sans conducteur humain à l'intérieur ou encore un taxi robot a effectué une manœuvre illégale sous les yeux de la police sans pouvoir être verbalisée.
Peux-tu nous retracer les faits? Et justement, Gisèle, les faits se sont déroulés comme suit. Au cours d'une patrouille, les policiers ont intercepté un taxi qui avait effectué un demi-tour illégal, pensant avoir affaire à une personne ivre au volant. Malheureusement pour eux, c'était donc une voiture autonome, c'est-à-dire sans conducteur à bord. Alors, quelles sanctions appliquées alors au taxi? Eh bien, Gisèle, aucune sanction justement parce que les agents de police ont été confrontés à un vide juridique concernant les robots taxis qui pour le moment ne peuvent pas être verbalisés en Californie. Et comment fonctionnent-elles ces voitures? Ce sont des voitures intelligentes dotées d'un système GPS, des capteurs, des caméras et une cartographie qui leur permet donc de suivre un itinéraire donné, de prendre des décisions en temps réel, notamment freiner, tourner, accélérer et bref, tout ce qu'une voiture normale peut faire. Alors, au Costa Rica, un adolescent a été forcé de nettoyer le sol après avoir jeté volontairement sa boisson dans un centre commercial. Tout à fait, Gisèle. La scène s'est déroulée au Costa Rica, dans un centre commercial où un adolescent a délibérément renversé sa boisson devant un agent de nettoyage dans le but de l'humilier. Et malheureusement, pour lui, les agents de sécurité ayant assisté à la scène sont rapidement intervenus et ont contraint le jeune adolescent à nettoyer lui-même les dégâts qu'il avait causés, lui donnant donc une très belle leçon de respect et de responsabilité. D'ailleurs, la vidéo diffusée sur les réseaux a accumulé énormément de vues, beaucoup saluant donc l'attitude des agents de sécurité. Partons maintenant pour le Brésil où un bébé est né avec le stérilet de sa maman en main. Justement, Gisèle, fait très inhabituel au Brésil. Un petit garçon est venu au monde avec un stérilet charmant, celui de sa mère évidemment, qui était censé l'empêcher de venir au monde. Est-ce possible? Bien sûr, Gisèle, la science n'étant pas parfaite, le stérilet qui était censé faire effet pendant une dizaine d'années n'a pas résisté. C'est au bout de quelques mois après la pause que la mère aurait appris en début de grossesse lors d'un examen de routine chez sa gynécologue. Bien que très surpris, la mère et son compagnon ont décidé de garder chez le bébé. On y voit clairement le petit garçon brandir l'objet en forme de thé, tel un trophée de sa victoire à sa naissance. Alors, en Inde, 2 éléphants se disent adieu en se touchant la trompe. Exactement, Gisèle, c'est un geste chargé d'émotion. 2 éléphants forcés de se séparer se sont dit adieu en se touchant la trompe. Un moment poignant qui révèle donc leur incroyable sensibilité, leur attachement familial et leur profonde intelligence sociale. Et pour ceux qui encore l'ignorent, les éléphants font partie des animaux les plus sensibles du règne animal avec une mémoire émotionnelle. Ils sont capables de se souvenir des lieux, des personnes et des événements marquants pendant des années, y compris les traumatismes. Et justement, Gisèle, nous sommes le 5 octobre aujourd'hui, journée des enseignants. Et bien, Gisèle, je vous ai une journée consacrée justement aux enseignants. Nous avons donc dans Vue sur le net d'aujourd'hui un petit extrait qui clame la fierté d'un enseignant. Et donc, je vous propose quelques secondes. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon esprit. Alors merci Victoire pour toutes ces informations que vous continuez de nous donner chaque fois. Et donc on se dit à la prochaine. Avec le même plaisir. Vous l'aurez compris, c'est un changement de registre, mais l'innovation est au rendez-vous, que l'on soit au Togo ou dans l'un des États membres de l'UEMOA. C'est désormais possible de simplifier les transactions. La BCEAO rend les paiements numériques plus simples, plus rapide et mieux sécurisé grâce à la nouvelle plateforme interopérable du système de paiement instantané. La cérémonie de lancement s'est tenue au Sénégal et a été suivie en direct depuis le siège de la BCEAO à Lomé. Écoutez ça là. D'assister à une transaction interbancaire instantanée. Une transaction via la plateforme interopérable du système de paiement instantané PSP réussie en seulement quelques secondes. La démonstration a été suivie de bout en bout depuis le siège de la BCEAO à Lomé.
Elle marque le lancement officiel de cette plateforme innovée par la Banque centrale pour permettre aux populations des 8 États membres de l'UEMOA d'envoyer et de recevoir des paiements en toute sécurité, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Ce lancement n'est qu'un début. Il nous incombe désormais de garantir la sécurité, la fiabilité et la disponibilité de la plateforme. C'est l'aboutissement d'un processus lancé en 2022. À travers PSP, la BCEAO rend les services financiers plus rapides, moins coûteux et plus accessibles aux populations. Plus de 80 institutions financières sont déjà engagées au sein de l'Union. Ces acteurs, pour être en mesure d'offrir les services de paiement instantanés à leur clientèle aujourd'hui, leur mobilisation témoigne de la dynamique d'adhésion au sein du secteur. Cet élan est appelé à s'élargir jusqu'à la pleine participation de l'ensemble des institutions de paiement de l'Union. Telle est notre ambition. Pour les particuliers, le service est gratuit dans l'ensemble des 8 États membres de l'UEMOA. Innovation et technologie au cœur du Togo. La 6e édition du Deep Learning Indaba X Togo s'est tenue à Lomé, un rendez-vous incontournable dédié à la promotion de l'intelligence artificielle au service du bien-être social. Les détails avec Nicole Attila. Appliquer l'intelligence artificielle pour aborder les problèmes sociaux liés à l'éducation, la santé, l'agriculture et l'énergie. C'est autour de cette problématique que se tient la 6e édition de Deep Learning Indaba X. Elle vise à promouvoir l'usage de l'IA, détecter et accompagner les talents togolais, favoriser l'adoption de l'IA dans les secteurs clés et créer un pont entre les jeunes chercheurs, start-up, décideurs et institutions. En tant qu'étudiant dans ce domaine, c'est vraiment un événement incontournable auquel on doit participer pour mieux acquérir des compétences. Il faut apprendre sur ce que les autres font et aussi voir les entrepreneurs qui sont là, discuter avec eux, voir les tendances du marché pour voir les projets sur lesquels travailler à l'avenir. Portée par la communauté togolaise d'intelligence artificielle COTSIA et ses partenaires, cette édition met en avant un riche programme d'activités dévoilé ce jour devant les participants. À partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, il y aura des présentations scientifiques sur des créations de nos jeunes, des entreprises de la place qui viendront présenter leurs projets par rapport à l'IA, des discussions en plénière, en panel, une séance poster où les gens vont mettre leurs posters un peu partout. On va circuler pour discuter avec eux de ce qu'ils ont pu créer à partir de l'IA. Cette année, c'est de montrer qu'effectivement, c'est l'IA qui vient à nous, ce n'est pas nous qui allons vers l'IA. Une rencontre scientifique qui devrait contribuer à renforcer l'écosystème numérique et positionner le Togo dans bon nombre de secteurs. Mais en fait, quelle est la différence entre Deep Learning Indaba et Indaba X? Si l'un rassemble les experts du continent pour partager et collaborer, l'autre se décline localement pour renforcer les capacités et les initiatives en intelligence artificielle dans chaque pays. Les explications dans ce dossier de Nicole Attila. L'un rassemble chaque année et dans chaque pays membre des centaines d'étudiants, de chercheurs, de start-up et de décideurs autour des experts mondiaux de l'intelligence artificielle. L'autre, plus ciblé, réunit les spécialistes africains de l'IA entre eux pour partager expériences et innovations. Il s'agit de Deep Learning Indaba et Indaba X, deux concepts souvent confondus, mais qui traduisent une même ambition. Faire de l'Afrique un acteur majeur dans la révolution de l'intelligence artificielle. Au vu de ce qui se passe par rapport à l'intelligence artificielle, la communauté Zulu a décidé de créer un grand groupe au niveau de l'Afrique pour le vulgariser, démystifier, former, informer par rapport à l'intelligence artificielle. Et donc ce groupe s'appelle Indaba. Et la stratégie pour atteindre un grand nombre, c'est de faire localement des conférences de Indaba dans les pays africains. Et une conférence locale de l'intelligence artificielle s'appelle Indaba X. Aujourd'hui, sur les 54 pays en Afrique, on a 47 pays
qui font cet événement-là qui est Indaba X. Ces 47 pays se retrouvent annuellement dans un pays et font la conférence qu'on appelle Indaba. Cette fois-ci, il n'y a pas le X. Au-delà des appellations, c'est une véritable dynamique qui s'installe. Qu'il soit à portée continentale ou locale, ces rendez-vous participent à la construction d'une communauté scientifique africaine forte, connectée et résolument tournée vers l'avenir. Mobilisation pour la protection des océans. À Godrafort, les communautés locales et les acteurs du secteur marin unissent leurs efforts pour créer la toute première aire marine protégée de la ville. Une initiative pour préserver la biodiversité et protéger l'écosystème marin. Nicolas Tila. Site sale, autorité filière halieutique. Tous sont impliqués dans le processus de création d'une aire marine protégée à Abodrafort, la toute première au Togo. À travers des communications, des débats et la projection des films documentaires, ils sont sensibilisés sur l'importance et le fonctionnement d'une aire marine protégée. Une aire marine protégée, c'est une zone délimitée sur le milieu marin où les produits marins auront le temps de grandir dans ce milieu protégé. Donc naturellement, ces poissons vont déborder. Ça va servir aux pêcheurs. Nous sommes en train de mettre en place une feuille de route que nous allons partager avec la population. Et à partir de cette feuille de route, nous allons suivre le processus étape par étape jusqu'à la mise en œuvre. Les autorités locales saluent cette initiative qui est en adéquation avec le plan de développement de la commune. Nous sommes dans deux eaux, la mer et le lac. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que la biodiversité, nous ne la respectons pas. Si nous sommes arrivés à un lancement pour créer une zone de préservation de la nature, c'est une joie pour moi, pour la commune et pour tout le Togo. La création d'une aire marine protégée contribue non seulement à conserver la biodiversité marine, mais aussi à créer des opportunités d'affaires, source de retombées économiques pour les communautés locales. Le Togo se découvre aussi à travers sa gastronomie, de la pâte à la sauce d'arachide, en passant par la sauce Gboma. La cuisine togolaise séduit par sa richesse et son authenticité. Gabriel Aina nous fait voyager au cœur des saveurs locales. De la gastronomie togolaise traverse les frontières, de l'incontournable sauce adémé à la sauce kodoro ou nyato, ou encore au foufou à la sauce de sésame. Les maîtres togolais ont conquis bien de papilles. Cette cuisine, héritage de nos mères, est l'expression de l'identité de notre terroir. Chaque saveur est unique, authentique. Derrière chaque bouchée, c'est un véritable voyage à travers les régions du Togo. Dans la région des savanes, il y a la pâte de mil accompagnée de sauces. Et le plus souvent, ce sont des sauces de feuilles de baobab aromatisées avec la moutarde traditionnelle et les sauces à base de feuilles de haricots. Il y a des différentes sortes de galettes à base de haricots, de voanzou et autres. Il y a également le couscous traditionnel qui est fabriqué à base de l'igname et de feuilles de haricots. Dans la région de l'Akara, il y a aussi cette pâte à base de sorgho et à base de maïs. On offre aussi des mets à base de haricots, les galettes, le tindine, pâte avec la sauce de gombo sec, les maoulassi. Dans la région centrale, il y a l'incontournable wati, qui est le riz préparé, mélangé à du haricot et accompagné d'huile, de sauces assaisonnées. Le couscous traditionnel, là-bas on appelle wassa wassa, et qui constitue des mets très appréciés. La région des plateaux est vraiment reconnue pour son bon foufou à la sauce claire. La région des plateaux est reconnue aussi pour son fonio qui est appelé wahé. Dans la région maritime, le adowe qui est une pâte de haricots. Il y a la sauce boma adémé à 4 pièces. Je n'oublie pas vraiment le makoumé. Aussi riche que varié, la dégustation de ces différents plats s'accompagne de boissons locales. Un pur délice qui puise à la source de nos traditions. Cette gastronomie est accompagnée dans les régions septentrionales. Il y a le tchakpalo
chez les Moba, Kablemissine dans la région de l'Akara, l'Ossomissine. Dans d'autres préfectures, il y a les différents vins de palme, le vin de raffia, le Deha et le Deha distillé qui donne maintenant le Sodabi. La gastronomie togolaise est une vitrine où s'expose avec art le savoir-faire culinaire légendaire des femmes togolaises. Après la gastronomie, place au divertissement. La 9e édition du Festival international du rire a une fois encore rassemblé des humoristes venus de toute l'Afrique devant un public enthousiaste. Entre spectacles, formation et moments de partage, l'événement a su mêler divertissement et transmission de savoir. Arufan Touga, Nicolas Tila. Pour tout événement anniversaire. De la bonne humeur à profusion sur l'esplanade de l'Institut français. Le Festival international du rire a encore tenu ses promesses pour la 9e fois. Dans le public, l'ambiance est joyeuse et contagieuse. J'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup aimé la qualité des humoristes. C'est un truc qu'il faut encourager. J'ai aimé la participation de Tout Content, Phénoménal, Takam et puis Jocelyn. C'était magnifique. Ils nous ont vraiment servi du plaisir. J'ai tellement ri que ça a dépassé mes attentes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Sur scène, les humoristes venus du Bénin, du Burkina Faso, du Mali, du Cameroun et du Togo enchaînent leurs performances. L'équipe organisatrice savoure le succès de cette 9e édition. Une femme claire puis femme noire qui est mauvaise. Femme noire même n'est pas mauvaise. C'est la femme noire qui devient claire. C'est un insigne honneur pour moi à chaque fois d'être appelé sur le Festival international du rire de Lomé. C'est toujours bien, à chaque fois qu'on est sur scène, de voir le public sourire. Ça nous rend heureux. Je suis aux anges, voir un tel public sortir pour une soirée d'humour. Merci au peuple togolais, merci à toutes ces bonnes volontés qui nous soutiennent. Ce n'est pas qu'une simple satisfaction, c'est le sentiment d'un devoir accompli. Le festival a pris une dimension nationale. De Lomé à Dapaon, en passant par Kara, Atapamé, Palimé et Anéron, le rire a voyagé à travers le pays. Un marge des spectacles, des ateliers, des masterclass et des conférences ont permis à de jeunes humoristes togolais d'aiguiser leurs plumes et leur sens du jeu de scène. Je devais prester dans un enterrement. On m'a appelé pour me dire que finalement la personne n'est plus morte. Moi, ça m'a dérangé quand même, parce que tu ne peux pas avoir l'opportunité de mourir avec les temps qui courent et tu ne meurs pas. Eh bien, comme suggéré par Madame Vue sur le net dans la rubrique en milieu de cette édition, nous clôturons ce journal de dimanche avec cette chanson « Fier d'être enseignant » pour dire toute notre reconnaissance à tous les enseignants d'ici et d'ailleurs. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon esprit. Enseignant noble est ta mission. Enseignant honorable est ta fonction. Tes œuvres sont irréfutables, ton titre est ineffaçable. Toute la nation te dit un grand merci. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon esprit. L'enseignant est vaillant en travaillant. L'enseignant est excellent et compétent. Face aux erreurs des enfants, même avec le cœur saignant, l'enseignant n'est jamais plaignant.
Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon cœur, mon corps et mon âme. Je suis enseignant fier de l'être. Je le suis dans mon esprit. Enseignant, nous te souhaitons bonne santé. À ta famille, tout le bonheur du monde. Sois béni tous les jours à l'école, à la maison, et que Dieu t'accorde une longue